Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. L'actualité, c'est bien sûr la condamnation à 9 mois de prison ferme pour 8 anciens salariés de l'usine Goodyear Amiens, condamnation ayant soulevé de très larges contestations. De quoi ces personnes ont-elles été accusées? D'avoir retenu pendant 30 heures dans les locaux de l'entreprise 2 membres de la direction venus leur annoncer la fermeture imminente de leur usine et le licenciement de 1143 salariés. Un véritable drame humain dans une région déjà fortement touchée par le chômage, entraînant son lot de misère, de vies et de familles brisées, et comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation, de suicide. Mais la fermeture de Goodyear Amiens passe d'autant plus mal que les salariés ont déjà subi un premier plan social en 2007 qui a laissé 478 personnes sur le carreau. Premier épisode d'un jeu financier où les êtres humains sont traités comme de la merde par des capitaines d'industrie au comportement mafieux. Alors que la multinationale Goodyear engendre des bénéfices records, notamment en Europe, elle annonce en 2013 sa volonté de cesser l'activité de l'usine d'Amiens pour produire dans les pays de l'Est. Un temps envisagé pour reprendre l'usine, Maurice Taylor, le PDG milliardaire du géant américain Titan, écrit en février 2013 à Arnaud Montebourg où il accuse les ouvriers de travailler seulement 3 heures par jour et où il déclare, ouvrez les guillemets, « Le fermier français veut des pneus pas chers, il se moque de savoir s'ils viennent de Chine ou d'Inde. Titan va acheter un fabricant de pneus chinois ou indien, payer moins d'€1 de l'heure de salaire et exporter tous les pneus dont la France a besoin. Vous pouvez garder vos soi-disant ouvriers. » Sans commentaire. La suite, c'est donc l'annonce en janvier 2014 de la fermeture de l'usine avec les conséquences que l'on sait et un projet de reprise de l'usine en coopérative par les salariés, projet rejeté par le trust américain. Dans cette situation, comment justifier l'acharnement judiciaire dont sont victimes les Goodyear? Dans ce genre d'affaires, en général, les défenseurs des puissants pointent du doigt la violence des salariés en omettant la violence du système. La violence, c'est d'abord de perdre son emploi. Quand on est dans un groupe comme Goodyear qui fait 2,5 milliards de profits après impôts, qui verse 800 millions d'euros de dividendes aux actionnaires, qui délocalise la totalité de notre production, nos machines, et qui décide de fermer notre site industriel et de mettre 1170 personnes à la rue avec 12 suicides depuis la fermeture de l'usine. Personne n'en parle, ça c'est de la vraie violence. Des divorces, des ventes de maisons, des enfants qui sont désœuvrés complètement parce que le papa a perdu son emploi. Moi, je pense que la violence, aujourd'hui, c'est celle-ci. Mais dans ce cas précis, cet argument n'est même pas recevable, puisque les 2 membres de la direction retenus ont eux-mêmes eu l'honnêteté de nier toute violence à leur égard, allant jusqu'à retirer leur plainte. En fait, c'est le parquet, dépendant directement du ministère de la Justice et donc du gouvernement, qui a demandé des poursuites contre les salariés et requis de la prison ferme. La décision est donc bien politique. Elle constitue un signe envoyé par un gouvernement, signifiant expressément qu'entre des familles brisées et des patrons voyous, il a choisi son camp. Qu'il soit assuré que les honnêtes gens ne l'oublieront pas. Parfois, contre toute attente, il arrive qu'un président des États-Unis dise non à une grande entreprise. Et si un point est bien partagé entre les multinationales de part et d'autre de l'Atlantique, c'est une certaine susceptibilité quand on a l'audace de leur dire non. C'est ce à quoi fait face Barack Obama depuis l'annonce de l'annulation du projet de pipeline Keystone XL censé apporter le pétrole issu des sables bitumineux canadiens aux raffineries états-uniennes. Suivant un rapport du département d'État jugeant le projet sans apport à l'économie des États-Unis et sous la pression des groupes écologistes mettant en avant la catastrophe environnementale de l'exploitation des sables bitumineux, Washington a annulé ce projet en novembre dernier, provoquant la fureur de TransCanada, l'entreprise qui devait exploiter l'oléoduc de 2000 km. Le 6 janvier dernier, TransCanada a donc attaqué en justice l'État fédéral américain devant plusieurs tribunaux en arguant que la décision de Washington est contraire à la Constitution des États-Unis et aux accords de libre-échange de l'ALENA entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. La multinationale du pétrole réclame à l'État américain plus de 15 milliards de dollars à titre de compensation, soit l'équivalent de presque 1 an de budget de la NASA. Vous ne rêvez pas, nous sommes bien en train de parler d'une situation où un acteur privé demande réparation au pays le plus puissant du monde sous prétexte que ce dernier se croit autorisé à prendre des décisions politiques et légales sur son propre sol. On notera d'ailleurs qu'un risque similaire pèse sur la France si le traité de libre-échange transatlantique TAFTA est finalement signé entre l'UE et les États-Unis. En effet, ce traité prévoit un tribunal privé dit d'arbitrage spécialement dédié aux entreprises souhaitant attaquer les États membres du traité au cas où une mesure ou une loi viendrait entraver les bénéfices. Selon un principe similaire, en Égypte, Veolia a pu demander réparation à l'État pour avoir augmenté le salaire minimum. On se demande bien quelle forme de justice peut rendre ce type de tribunal d'arbitrage privé et quelles sont les conséquences sur la gestion de notre pays. Pour mémoire, la dernière grande affaire d'arbitrage en France a vu l'État verser 400 millions d'euros à Bernard Tapie, somme qu'un véritable tribunal vient justement de lui demander de rembourser sur fond de collusion entre arbitres. Quand les arbitres portent le maillot de l'équipe adverse, c'est qu'il est grand temps d'entrer sur le terrain. Et maintenant, notre séquence, le reste de l'actualité résumé en 1 minute 38 à peu près.
Un couple de retraités s'est suicidé le 30 décembre dernier dans les Landes après avoir été expulsés de leur logement, préférant mettre fin à leur jour plutôt que d'avouer leur surendettement à leur famille. Dans un contexte où de plus en plus de nos concitoyens ont du mal à joindre les deux bouts, on ne peut que voir dans cet événement l'absurdité d'un système qui, non content de causer la pauvreté d'un grand nombre de gens, les fait en plus se sentir coupables d'être pauvres vis-à-vis de la société. Triste époque. L'ex-président PS du Conseil général des Bouches-du-Rhône, Jean-Noël Guérini, mis en examen pour détournement de fonds publics, a été relaxé. Même s'il reste mis en examen pour association de malfaiteurs, trafic d'influence et favoritisme, force est de constater que la justice ne semble pas être la même pour tous. Où est la justice dans l'impunité de la classe politico-médiatique qui, même lorsqu'ils sont mis en examen, sont rarement condamnés, alors que des salariés qui arrachent la chemise d'un homme qui vient de les condamner à mort sont montrés du doigt comme de vulgaires criminels? Clash en Espagne, suite à la prise de fonction des députés au Parlement, dont les élus de Podemos qui ont imposé leur style, y compris en termes vestimentaires. Effectivement, leur look détonne dans un Parlement longtemps caractérisé par sa haute moyenne d'âge et sa forte proportion de costard-cravate. Peu étonnant donc que certains jugent ces nouveaux arrivants sur leur apparence. L'un d'eux a même été l'objet de railleries des bien assis à cause de ses dreadlocks, la vice-présidente du Parlement ayant annoncé qu'elle n'avait rien contre les dreadlocks, mais qu'il était prié de les laver, ajoutant « à cause des poux ». L'intéressé a répondu qu'il était là pour améliorer la vie des gens et qu'il ne participerait pas à ce cirque politico-médiatique. Pas mieux. Bonne nouvelle, à partir du 1er avril, l'interruption volontaire de grossesse, qui inclut consultation, analyse et échographie nécessaires, sera remboursée à 100% comme prévu depuis 2013. Dans une ère de retour du conservatisme moral où certains voudraient le remettre en question, il est parfois indispensable de rappeler le droit de chacun et de chacune à disposer de son propre corps sans avoir à se demander si l'on peut se le payer. Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes refait parler de lui. Ces 2 derniers week-ends avaient lieu à Rennes, à Nantes et dans de nombreuses villes françaises des manifestations visant à obtenir l'abandon du projet de nouvel aéroport en Bretagne. Plus spécifiquement, ces manifestants, agriculteurs venus en tracteur ou simples citoyens, venaient exprimer leur soutien à des habitants du site menacés d'expulsion par le groupe Vinci et en attente de la décision de justice. L'occasion pour nous de revenir sur ce projet industriel souvent jugé inutile qui aura, en quelques années, fédéré contre lui de larges pans de la société civile. Envisagé une première fois dans les années 60, le projet d'un aéroport du Grand Ouest fait son grand retour dans les années 2000. C'est le site de Notre-Dame-des-Landes, à 20 km de Nantes, qui est choisi et la mise en œuvre du chantier, tout comme la future exploitation du site, est confiée au groupe multinational Vinci. Mais ce projet, développé sans la moindre consultation des habitants de la région, rencontre rapidement de vives résistances. Lui est notamment reproché son impact écologique, tant lié au trafic aérien engendré qu'au chantier en lui-même, responsable de la destruction tant de terres agricoles que d'un écosystème de zones humides d'une grande biodiversité jusqu'ici préservée. Si on peut faire un aéroport sur une zone comme celle de Notre-Dame-des-Landes, 98% de zones humides avec un biotope remarquable, alors disons à nos citoyens qu'il n'y a plus de loi sur l'eau en France, qu'il n'y a plus de protection des espèces. Comme ça, au moins, les choses auront le mérite de la clarté. Par ailleurs, la réalisation du chantier rend nécessaire l'expropriation de nombreux riverains, notamment des familles d'agriculteurs installées depuis longtemps sur ces terres, ces familles dans l'attente de la décision du tribunal. Mais c'est surtout l'inutilité du projet qui est pointée du doigt par les citoyens, alors que la région Grand Ouest compte déjà 14 aéroports et que celui de Nantes est actuellement très loin de tourner au maximum de ses capacités, faute d'une activité suffisante. Pour toutes ces raisons, le projet réussit donc à faire la quasi-unanimité contre lui, unissant des agriculteurs, des militants de l'écologie, plus de 1000 élus et surtout de nombreux simples citoyens. On est donc bien loin de l'image de gauchistes rêveurs et de hippies crasseux à laquelle le gouvernement voudrait réduire les opposants. Dernièrement, la contestation s'est même élargie à un collectif de catholiques du diocèse de Nantes, remettant en cause le projet dans la foulée de l'encyclique du pape sur l'écologie. Ce mouvement dépasse donc les divisions artificielles et c'est tant mieux. Car au final, les seuls qui semblent avoir à gagner à ce que le projet voit le jour sont les actionnaires du groupe Vinci, chargés de réaliser les travaux et titulaires de la concession, voyant là une aubaine pour réaliser des bénéfices garantis et pour affermir leur position sur ce secteur. Le tout d'ailleurs aux frais des gens, puisque l'entreprise a touché une subvention de 246 millions d'euros pour la réalisation du projet, selon une logique absurde consistant à donner de l'argent public à un groupe privé pour lui permettre, dans un deuxième temps, d'engranger des bénéfices, le tout en portant un projet inutile pour la collectivité et laissant des familles d'agriculteurs sur le carreau. Le combat de Notre-Dame-des-Landes est donc symptomatique d'une opposition plus large dont on voit de plus en plus qu'elle structure la société. Opposition entre l'intérêt général et les intérêts de quelques-uns, entre l'immense majorité des gens et une infime minorité de privilégiés, entre les 99% et les autres. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Fil d'actu. Salut et à la semaine prochaine.